Dès notre plus jeune âge, nous apprenons à porter un masque, non pas physique, mais invisible, façonné par le désir d'être accepté, la peur du rejet et la quête d'appartenance. Carl Jung a nommé ce masque persona, l'image que nous projetons au monde, minutieusement construite pour plaire, s'intégrer et être validée. Presque sans nous en rendre compte, nous sommes conditionnés à dissimuler des parties authentiques de nous-mêmes. Nous sourions sans envie, acquiesçons pour éviter les conflits, et taisons des désirs, émotions et opinions qui ne s'alignent pas aux attentes d'autrui. Peu à peu, la persona commence à éclipser notre véritable moi. Mais que se passe-t-il lorsque ce masque devient insoutenable ? Lorsque, même entourés d'acceptation, nous ressentons un vide profond, lorsque, au lieu de créer des liens, nous nous sentons éloignés de nous-mêmes. Cette norme n'est pas enseignée explicitement, mais elle est partout. Sois l'enfant modèle, le professionnel compétent, le partenaire idéal, le fort, le gentil. Avec le temps, se conformer aux attentes des autres devient un cap silencieux, influençant nos choix, modelant nos comportements et étouffant notre être véritable. Cette règle implicite crée des personnes adaptées mais incomplètes. Nous jouons des rôles bien appris. Nous choisissons des formations dites prometteuses. Nous travaillons là où l'on nous applaudit. Nous aimons de façon prudente, sans troubler ni nous-mêmes, ni les autres. Et peu à peu, nous nous éloignons de notre essence. Non par malveillance, mais par habitude. Non par faiblesse, mais par peur. Nous commençons alors à façonner nos gestes, nos mots, voire nos pensées. Nous apprenons à nous contenir, à nous taire, à observer avant de nous montrer. Ainsi, nous créons une version sociale de nous-mêmes, ajustée, acceptable, qui occupe de plus en plus d'espace au détriment de notre moi véritable. Spontané, confus, authentique. Ce visage social, que Jung appelait persona, est le masque que nous portons dans le théâtre de la vie pour être acceptés. En soi, il ne pose pas problème. Il est même utile et parfois nécessaire pour vivre en société. Le risque réside dans l'oubli de sa nature de simple masque, en le confondant avec notre véritable identité. Lorsque cela arrive, nous croyons être uniquement cet enfant irréprochable, cet ami toujours présent, ce professionnel infatigable. Tout ce qui s'écarte de cette image, colère, désir, doute, douleur, devient une erreur. Quelque chose à cacher. Pour Jung, tout ce qui ne trouve pas sa place dans la persona est relégué à l'ombre, un espace psychique où nous entreposons traits, impulsions et potentiels jugés inacceptables. Mais l'ombre n'est pas seulement le côté obscur ou le mal en nous. C'est ce qui a été mis de côté. C'est là que nous conservons non seulement l'envie ou la colère, mais aussi l'intuition, la créativité, le courage, le désir, la sensibilité. Tout ce qui n'entrait pas dans le cadre de notre environnement ou de la persona y a été relégué. Et plus nous projetons de lumière sur notre image publique, plus l'ombre devient dense. Mais l'ombre n'est pas seulement le côté obscur ou le mal en nous. C'est ce qui a été mis de côté. C'est là que nous conservons non seulement l'envie ou la colère, mais aussi l'intuition, la créativité, le courage, le désir, la sensibilité. Tout ce qui n'entrait pas dans le cadre de notre environnement ou de la persona y a été relégué. Et plus nous projetons de lumière sur notre image publique, plus l'ombre devient dense. Mais elle ne disparaît pas. Elle se manifeste dans les rêves, les réactions démesurées, les crises inexpliquées. Elle apparaît quand nous perdons le contrôle, nous sabordons ou ressentons que quelque chose cloche. L'ombre veut être vue, non pour prendre le pouvoir, mais pour être accueillie et intégrée.
À première vue, tout semble en ordre. La vie suit le scénario prévu. Stabilité, relations fonctionnelles, quelques réussites régulières. Pour ceux qui regardent de l'extérieur, il y a même des signes de succès. Mais à l'intérieur, quelque chose de subtil commence à émerger. Une sensation inconfortable qui échappe aux explications rationnelles. C'est le vide. Un malaise silencieux, une absence de sens, un désalignement entre vivre et ressentir. Ce n'est ni de la tristesse, ni de la dépression. C'est quelque chose de plus délicat, presque imperceptible, et pour cela même, plus difficile à nommer. C'est comme si les jours se succédaient dans un décor sans âme, comme si nous habitions une histoire sans auteur. Le plus déroutant, c'est que ce vide surgit précisément après avoir fait ce qu'il fallait. Nous avons suivi les règles, nous avons plu, maintenu l'ordre. Et alors, au sommet de l'ascension, nous réalisons que nous avons gravi la mauvaise montagne. Et cette prise de conscience est à la fois révélatrice et dévastatrice. Carl Jung interprétait ce moment non comme un échec, mais comme un point de bascule. Un appel à abandonner les anciennes cartes pour chercher un nouveau centre intérieur. L'âme, disait-il, ne se satisfait pas de l'adaptation. Elle réclame la vérité. Et quand cet appel est ignoré trop longtemps, il explose sous forme de crise. Cette crise peut porter différents masques. Une fatigue persistante, un manque de motivation, une irritabilité sans cause apparente. Elle peut se manifester par de l'anxiété, de l'insomnie, de l'apathie ou de la procrastination. Dans les cas plus profonds, elle apparaît comme une sensation de s'être perdu dans sa propre existence. Alors, beaucoup tentent de remplir le vide avec plus du même, plus de travail, plus d'objectifs, plus de distractions, plus de reconnaissance. Mais plus on essaie de boucher ce trou avec des accomplissements extérieurs, plus il semble s'agrandir. Car ce qui manque, ce n'est pas la quantité, c'est l'authenticité. La vérité de l'âme ne se traduit pas en chiffres ou en récompenses. Elle se révèle par la cohérence entre ce que l'on ressent et ce que l'on vit, ce que l'on désire et ce que l'on s'autorise, ce que l'on est et ce que l'on montre. Le vide est, en ce sens, une alerte symbolique. Tu t'es trop éloigné de toi. Il ne représente pas une fin, mais le début d'un voyage. Le voyage d'individuation. Et comme tout parcours archétypal, il commence par une rupture. Cette rupture peut être douce ou intense. Elle peut surgir sous forme d'un léger malaise ou d'une crise existentielle dévastatrice. Mais quelle que soit sa forme, elle joue son rôle, briser la persona pour faire place au self, le centre le plus authentique de la psyché. Mais ce processus n'est pas immédiat. Il exige de l'écoute, du lâcher-prise, une disposition à abandonner le contrôle et à plonger dans l'inconnu. Et peu de gens ont le courage de laisser derrière eux tout ce qu'ils ont construit avec tant d'efforts. C'est pourquoi beaucoup préfèrent y faire taire cet appel. Ils reviennent au scénario connu, à la persona fonctionnelle, feignant que tout reste pareil. Mais l'âme ne se tait pas. Et tôt ou tard, elle parle à nouveau. Avec plus d'intensité, plus de douleur, plus d'urgence. Jung disait que la plupart des conflits de la cinquantaine ne sont pas des maladies, mais des résistances à l'individuation. La souffrance ne vient pas d'une âme en crise, mais d'une âme réprimée. Le vide n'est pas un ennemi, c'est un signal. Il nous oblige à affronter des questions évitées depuis des années. Qui serais-je si je n'avais plus besoin de plaire à qui que ce soit? Qu'est-ce qui me fait vraiment vibrer? Qu'est-ce qui, en moi, est réel et qu'est-ce qui n'est qu'un rôle? Si j'avais du courage, que changerais-je maintenant? Ces questions n'offrent pas de réponse facile, mais elles ouvrent des portes. Et c'est par ces chemins incertains, parfois silencieux, que l'individuation commence à éclore. Ainsi, la crise cesse d'être une rupture
et devient un pont. Lorsque la persona s'effondre et que l'ombre s'étend, quelque chose de nouveau commence à émerger. Non plus l'impulsion de satisfaire les attentes extérieures, ni le besoin de fuir ce qui nous habite dans les profondeurs de l'inconscient. Surgit alors un appel plus intime, celui de devenir entier. Carl Jung a nommé ce processus individuation. Et selon lui, c'est peut-être la direction la plus essentielle de toute vie. Deviens qui tu es. Mais que signifie réellement cette invitation ? S'individuer ne veut pas dire s'isoler du monde, ni affirmer son ego de manière orgueilleuse. C'est un mouvement plus subtil, profond et transformateur. Il s'agit d'un processus psychologique par lequel l'individu se différencie du collectif et s'approche de son véritable centre, le self, cette totalité psychique où le conscient et l'inconscient s'unissent. C'est comme si toute notre vie avait gravité autour d'un centre illusoire, la validation extérieure, les rôles sociaux, l'image idéalisée. L'individuation propose un changement radical, mais silencieux. Quitter cette orbite et entamer le voyage vers le centre authentique. Un moi qui ne s'invente pas, mais se révèle. Ce chemin ne suit cependant pas une ligne droite. Il progresse en spirale, avec des avancées et des retours, des clartés et des confusions. Il exige l'humilité d'admettre l'illusion de la persona, le courage d'affronter l'ombre et la discipline de supporter les inconforts de cette transition. Beaucoup confondent individuation et égoïsme, pensant que devenir soi-même implique de rompre avec tout et tout le monde. Mais c'est une distorsion. L'individuation n'exclut pas l'autre, elle t'inclut, toi. C'est un oui à toi-même, sans avoir besoin de nier les liens. Être soi-même ne signifie pas devenir indifférent, mais authentique. Et cette authenticité crée des connexions véritables. Tu cesses d'aimer par obligation et commences à aimer avec présence. Tu abandonnes la peur comme guide et agis avec cohérence. Tu remplaces la quête d'approbation par l'expression de ta propre vérité. En ce sens, s'individuer est une renaissance, non pas à partir de zéro, mais à partir des ruines d'un moi façonné pour plaire. C'est lorsque tu commences à vivre guidé par un axe intérieur, où la valeur ne vient plus du regard de l'autre, mais d'une reconnaissance intime. Ce voyage est archétypal. C'est la descente dans les caves de l'âme, comme Inanna dans la mythologie sumérienne, ou comme Dante dans sa traversée de l'enfer. Jung voyait dans ces mythes le reflet du processus d'individuation. Avant de s'élever vers la conscience, il faut d'abord descendre dans les profondeurs de l'inconscient. Là, dans cette plongée obscure, nous rencontrons nos blessures, nos désirs étouffés et nos potentiels endormis. L'ombre, autrefois redoutée, est désormais regardée avec compassion. Ce qui semblait être une menace se révèle être une pièce essentielle du puzzle de la totalité. Le retour ne donne pas un moi parfait. Il donne un moi vrai. Voilà le sens de l'individuation. Ce n'est pas atteindre un idéal, mais accueillir toutes les parties de soi. La personne qui émerge de cette traversée n'est plus celle qui l'a commencée. Elle est plus entière, plus consciente, plus vivante. Elle ne suit plus les scripts extérieurs, mais écoute sa propre boussole, et cela change tout. Tu cesses d'essayer de t'adapter à tout prix, car tu comprends que la forme la plus profonde d'appartenance est celle que tu entretiens avec toi-même. Les masques perdent leur fonction, car la vérité devient liberté. La solitude ne fait plus peur, car être avec toi-même devient une compagnie suffisante. L'individuation n'est pas un but fixe, mais un voyage continu de retour vers le centre. À chaque nouveau cycle, l'ombre réapparaît, la persona tente de se reconstruire, l'inconscient envoie de nouveaux signaux. Et encore une fois, nous sommes appelés à choisir, suivre la vérité
ou maintenir l'illusion. À chaque pas authentique, l'âme gagne en force. À chaque rencontre avec l'ombre, la conscience s'élargit. À chaque acte de cohérence, le self se manifeste. Et ainsi, lentement, nous devenons non pas ce que les autres attendaient de nous, mais ce que nous avons toujours été dans le silence de notre être le plus profond. Se détacher de la persona comme unique manière de vivre est un acte profondément transformateur. Non pas par une rupture explosive, mais par un retour à la racine. Et la racine de l'âme ne cherche pas seulement l'acceptation. Elle veut être reconnue, entendue, vécue dans son entièreté. Cependant, en s'éloignant du masque, il existe un risque, celui de confondre authenticité et opposition, liberté et rébellion. Beaucoup, au début de leur chemin d'individuation, ressentent un besoin urgent de rompre les liens. Ils critiquent tout ce qu'ils ont vécu, rejettent leur passé, adoptent des attitudes radicales. C'est compréhensible. C'est comme respirer pour la première fois après des années d'apnée. Mais cela peut aussi être dangereux. La maturité intérieure que Jung propose ne consiste pas à nier le passé, mais à le transcender. Autrement dit, il ne s'agit pas de tout rompre, mais de regarder en arrière, avec conscience, en réintégrant sa propre histoire, sans jugement automatique. Même les chemins qui paraissent aujourd'hui erronés ont été des marches pour arriver jusqu'ici. La rébellion naît comme une réponse émotionnelle à l'enfermement, légitime, certes, mais encore réactive. L'individuation, quant à elle, est un choix conscient. Le rebelle vit encore en fonction du système qu'il combat. L'individu qui se connaît construit à partir de lui-même et non contre l'autre. Être libre, ce n'est pas seulement savoir dire non, c'est avant tout savoir à quoi on veut dire oui. Et c'est là que commence une des phases les plus délicates de la traversée. Apprendre à être vrai sans blesser, authentique sans rompre, différent sans s'isoler. Ce processus demande un nouveau langage, à la fois intérieur et dans nos relations. Il s'agit de renoncer à l'addiction de plaire, sans tomber dans la compulsion de confronter. Car plaire et confronter sont, au fond, deux formes de dépendance. À mesure que tu commences à vivre avec plus d'authenticité, le monde autour de toi réagit inévitablement. Certains s'éloignent, d'autres sont dérangés. Et ce qui, autrefois, suscitait des applaudissements peut maintenant provoquer le silence. Cela peut faire mal, mais c'est aussi un filtre naturel. Ce qui était maintenu par convenance se dissout. Ce qui repose sur une affinité véritable reste et s'approfondit. Jung disait que la rencontre avec le self conduit souvent à la solitude. Non parce que le monde nous abandonne, mais parce que le bruit intérieur s'apaise. Quand on cesse de vivre à la recherche d'approbation, on commence à entendre clairement son propre silence. Et ce silence, dans un premier temps, effraie. C'est comme quitter une métropole bruyante pour se retrouver en plein désert. À première vue, tout semble vide, mais peu à peu, on commence à entendre les sons subtils, le vent, la respiration, les battements de son propre cœur. L'âme commence enfin à parler. Et c'est dans ce lieu symbolique que la traversée a lieu. Ce processus exige des gestes concrets. Poser des limites, cultiver le silence, revoir des relations, rediriger l'énergie créative, faire face à la vulnérabilité sans phare. Il ne s'agit pas d'une rupture impulsive, mais d'un mouvement profond et constant. Il faudra souvent revisiter d'anciens lieux, mais avec un nouveau regard. Parler aux parents, non plus pour obtenir leur approbation, mais dans un désir de vérité. Revoir des amis non pour plaire, mais pour partager. Être dans des milieux professionnels sans se cacher, mais sans chercher à prouver quoi que ce soit. À ce stade, l'authenticité devient naturelle, et le monde cesse de dicter qui tu dois être, devenant simplement la scène de ton expression.
Être entier, c'est apprendre à vivre la tension entre être unique et appartenir. C'est pouvoir être soi-même parmi les autres, et non contre eux. C'est découvrir que la véritable connexion naît du courage de se montrer tel que l'on est, sans masque, sans artifice, sans rôle. Comme tout voyage symbolique, la traversée exige un seuil. Le masque ne doit pas être arraché avec colère, mais compris. Il a eu son utilité. Protéger, faciliter les liens, garantir la survie. Mais maintenant, il a rempli son rôle. Il est temps de le laisser partir avec gratitude, non avec ressentiment. Jung nous invite à prendre la responsabilité de ce passage, devenir l'auteur de sa propre vie, même si cela coûte quelques approbations. À ce moment-là, on cesse simplement de réagir et on commence à créer. Et alors, la vie cesse d'être répétition et devient expression. Carl Jung n'a jamais voulu nous offrir des manuels de développement personnel. Il n'a pas créé de formules toutes faites ni de commandements à suivre. À la place, il a laissé une carte symbolique de l'âme, pleine de couches, de paradoxes, de conflits et de mystères profonds. Mais s'il était possible de condenser son œuvre en une seule orientation essentielle, ce serait peut-être celle-ci. Deviens qui tu es. Non pas dans le cliché vidé de sens du « sois toi-même », si souvent répété qu'il en est devenu creux, mais dans cet appel plus exigeant et plus véridique, sois entier. Être entier, c'est s'aligner avec son propre centre. C'est cesser de vivre fragmenté entre ce qu'on ressent et ce qu'on montre, ce qu'on désire et ce qu'on s'autorise, ce qu'on pense et ce qu'on exprime. C'est arrêter de s'ajuster à chaque environnement, relation ou attente, comme si l'on devait changer de forme pour être accepté. C'est accueillir avec lucidité que nous sommes faits de lumière et d'ombre, et que les deux ont leur place. La peur peut exister sans nous paralyser, la colère sans nous dominer, la douleur sans nous définir. Tout peut être inclus, compris et intégré. Être entier, ce n'est plus avoir besoin du masque, non pas parce qu'il est devenu inutile, mais parce que le courage d'être a surpassé la peur de déplaire. C'est se sentir à l'aise dans sa propre peau, même lorsqu'on n'est pas compris. C'est soutenir sa vérité, même si elle déstabilise. Mieux encore, être entier ne signifie pas être constant. C'est avoir un espace intérieur capable de contenir ses contradictions sans se briser. C'est savoir qu'on peut être fort et sensible, rationnel et intuitif, ferme et affectueux, tout cela à la fois. Jung voyait l'être humain comme un univers en expansion. Le self, ce centre profond de la psyché, n'est pas un point fixe, mais un champ vivant d'énergie symbolique. Il nous attire, nous défie, nous appelle au-delà de l'ego. Et l'ego, une fois mûri, ne doit pas être annihilé, mais mis au service de la totalité. L'individuation ne mène pas à la perfection, mais à l'entièreté. Une entièreté imparfaite, mais réelle. Une vie avec ses défauts, certes, mais vécue avec présence, liberté et vérité. Peut-être est-ce là, en effet, la règle la plus précieuse de la vie. Ne te trahis pas pour être accepté. Ne fais pas taire ton âme pour éviter le conflit. Ne te perds pas de vue pour maintenir une image vide. L'acceptation du monde est séduisante, mais elle ne suffit pas. L'adaptation sociale rassure, mais elle ne comble pas. Le masque protège, mais il étouffe. Le monde continuera de vouloir te façonner selon ses critères. Il te demandera de t'adapter, de rester dans ton rôle, de suivre le scénario. Mais, dans les moments de silence, surtout au cœur des crises, une autre voix se fera entendre, plus ancienne, plus authentique. Si tu as du courage, tu l'écouteras et tu répondras. Tu t'aventureras dans la forêt obscure de l'âme.
Tu feras face à l'ombre, tu laisseras tomber le masque, tu récupéreras ton nom véritable. Tu ne trouveras pas une version idéale de toi-même, mais la plus vivante, la plus honnête, la plus entière. Jung disait que la souffrance la plus courante de l'homme moderne n'est pas l'échec, la solitude ou le manque. C'est l'oubli de soi, se souvenir de qui l'on est pleinement, de l'intérieur vers l'extérieur, est l'acte le plus transformateur et libérateur qu'on puisse vivre. Au fond, il ne s'agit pas de conquérir, de réussir ou d'impressionner. Il s'agit de revenir au centre, au silence, à l'essentiel. Tout change, les rôles, le corps, les cycles. Mais l'âme, elle, est toujours là, attendant d'être entendue. Et lorsqu'enfin nous l'écoutons, la vie prend sens, non parce qu'elle devient facile, mais parce qu'elle devient vraie. La règle la plus importante, selon Jung, n'est pas une imposition. C'est une invitation, un murmure doux de l'âme disant « Sois entier, même incompris, même seul, car seul celui qui se retrouve peut vraiment vivre. »